Alors, je vous propose de commencer tout doucement. Encore merci de vous être connecté pour ce webinaire sur la gestion de l'équité en machine learning. Ce dernier webinaire fait suite à deux autres que j'ai pu animer avec Arthur Charpentier, Marguerite et ainsi que Fabien depuis le début de l'année. L'idée de ce dernier webinaire, c'est de reprendre au global ce qu'on a pu voir dans un premier temps. Et la dernière chose que nous n'avions pas encore fait jusqu'à présent, c'est de se focuser sur les méthode de mitigation des biais en post-processing. Donc, c'est quelque chose que je vais vous illustrer ce midi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai de les prendre au fil de l'eau ou dans tous les cas, on réservera un petit temps en fin de séance pour partager ces questions ensemble et de répondre au mieux à ces interrogations. Donc, pour commencer, je vais resituer. Alors, je remercie également l'Institut Risk Management pour l'organisation et notamment Alexandra, mais toute son équipe pour la préparation de ces webinaires. Et pour entrer dans le vif du sujet, pour parler de fairness et de gestion des biais en assurance ou dans une quelconque industrie, on va poser les caractéristiques suivantes, ceux qui étaient connectés par le passé, rien de nouveau sur ce troisième webinaire. L'idée, c'est que on définit déjà le biais éthique et ou discriminatoire comme un effet indésirable d'une variable dite sensible sur la variable d'intérêt. Et puis, la variable dite sensible, ça peut être le genre et ou l'âge du bénéficiaire ou toute autre variable au centre de la stratégie d'un acteur de l'assurance. À travers cette notion de fairness, cette notion d'équité aussi, il s'agit vraiment aussi de proposer des outils pour la stratégie de manière plus globale en termes de pricing ou en termes de gestion d'une quelconque variable qu'on souhaite en tout cas protéger. Alors, en variable d'intérêt en assurance, on a la prime d'assurance, on a la sinistralité, on a le score d'une campagne marketing. En variable sensible, depuis la Gender Directive de 2012, celle qui revient, c'est le genre. Il pourrait y avoir aussi une volonté de se désensibiliser sur la région ou autre. Nous, on va se focuser sur ce webinaire sur uniquement la variable genre. Et qui dit absence de biais discriminatoire, c'est absence de toute forme de dépendance entre la variable sensible et la variable d'intérêt. Quand on dit toute forme de dépendance, on a l'habitude, en tant qu'actuaire, de voir la corrélation standard ou encore le V-Kramer pour ceux qui ont fait un peu de data science aussi. Mais on verra en fait qu'il y a une autre métrique que je souhaite vous introduire, qu'on a pu déjà évoquer sur les autres webinaires, qui est l'HGR. Alors, pour mitiguer un biais au sein d'une modélisation autour du machine learning, on peut le faire à trois niveaux. On l'a vu avec Fabien et également Marguerite, le fait de le faire en T-modélisation, c'est au final de modifier les variables en amont, que ce soit la variable d'intérêt, la variable sensible ou les autres variables pour en fait se couvrir de cet aspect de biais. Mais on peut aussi le faire pendant la modélisation. On l'avait vu via un cas d'usage que j'avais présenté avec Arthur Charpentier, et donc de pénaliser les estimateurs avec une contrainte d'équité. On l'avait vu via un arbre de décision ou encore le gradient boosting. Et enfin, celui dont on n'en a pas beaucoup parlé à travers ce cycle, mais que d'autres ont déjà ouvert le capot et ont travaillé dessus sur la fairness post-modélisation, c'est ce qui va nous préoccuper aujourd'hui. Petit rappel, à travers la mitigation de biais, on peut le faire soit en approche globale, soit en approche locale. L'idée en approche globale, c'est donc d'avoir une métrique, une mesure sur un groupe d'individus. Sur l'approche locale, ça va être, tant que faire se peut, d'être équitable de manière individuelle de la fenêtre de chaque individu. Donc, on verra ces éléments-là un peu plus loin ensuite de cette séance. Pour les méthodes post-modélisation, j'en ai identifié certaines pour vous les présenter ce matin. Les trois prochaines slides ne se veulent pas exhaustives en termes de champ des possibles que vous pourrez retrouver dans la littérature à date, une littérature d'ailleurs qui ne cesse de s'enrichir, et notamment sur, comme vous le verrez, le fait qu'on est bien avancé sur le post-modélisation pour de la classification, et que pour la régression,
pas tous les packages proposent la possibilité de faire de la mitigation de biais dans le cadre d'une régression. On peut noter comme premier package fairlearn que vous pourrez utiliser sous Python. Et l'idée étant de définir des seuils spécifiques à chaque groupe de l'estimateur fourni. Quand on va parler d'estimateur fourni ici, c'est quelle que soit votre variable d'intérêt. Une fois que vous avez construit votre modèle, eh bien, vous allez réitérer via cette fonction Threshold Optimize pour mettre en adéquation la variable d'intérêt, prime, coût, fréquence ou autre, et votre variable sensible. Nous, on verra une approche via le genre. Je vous ai mis un petit extrait, ni plus ni moins, de la documentation que vous pourrez retrouver sur Internet qui est assez limpide. Vous voyez tout simplement l'utilisation d'une régression logistique simple, sans optimisation, mais pour poser le cadre. Et vous voyez derrière post-processing la création de ce Threshold Optimizer qui, par la suite, au fait, devient comme un surmodèle et va venir, au fait, modifier la variable prédite par la régression logistique sous une contrainte d'équité. Alors, la contrainte d'équité qui est ici utilisée, c'est le fait de maîtriser le taux de faux négatif, quelle que soit la modalité prise par la variable sensible. Et bien sûr, vous retrouverez pléthore de contraintes qui peuvent être utilisées à travers ce Threshold Optimizer. Mais ce qui est assez sympathique, c'est, imaginez-vous que vous disposez d'un modèle qui a déjà été construit, vraiment en post-pré-processing, à travers ce type d'approche, eh bien, vous pouvez venir challenger la variable prédite et tenter de réduire le biais que vous avez pu détecter sur ce premier modèle. Ensuite, si on regarde du côté de Fair Models, qui lui est présent sous le langage R pour de la classification et pour de la régression. Ce package, au-delà de proposer aussi des approches pré-processing pendant aussi la modélisation et donc post-processing comme on le voit ici, je vous propose de zoomer cette fois-ci sur la Reject Option Based Classification Pivot. L'idée étant au fait de venir perturber les observations mal étiquetées et donc de venir les changer. Et donc, les étiquettes d'observation favorables, elles vont être vers le seuil défavorable. On va voir comment on va les tendre vers ces seuils. Et à l'inverse, pour les non privilégiés, on va voir comment on peut aller dans l'autre direction. Donc, l'idée vraiment, c'est l'algorithme va venir trouver de nouveaux seuils suite à la variable réponse qu'on a obtenue sur le premier modèle et donc de proposer une alternative de meilleure, en tout cas, maîtrise du biais et donc de diminuer le biais via la variable d'intérêt qui aurait été retenue. Ici, en l'occurrence, c'est l'âge qui a été retenu dans ce use case. Alors, vous voyez donc sur cette petite illustration sous R, encore une fois, qui est ni plus ni moins qu'un copier-coller. Je vous ai fait un condensé de ce que vous pourrez retrouver dans la littérature. En utilisant les données German sur R qui est mise à disposition, qui est en open data, vous pourrez alors, par exemple, tenter de faire une régression logistique avec la variable risque en utilisant la famille binomiale. Et à ce moment-là, vous allez utiliser ensuite un modèle de transparence via le package d'Alex qui va venir assurer l'interprétabilité de vos résultats. Suite à quoi, Rob Pivot va venir comprendre la méthode d'Alex, enfin le surmodèle d'Alex, et venir ensuite proposer tout simplement ce check de fairness avec comme variable d'intérêt, comme je vous l'avais dit. Donc là, la variable d'intérêt, c'est le risque, et la variable sensible, l'âge. Donc voilà sur les deux premières propositions que je voulais vous partager.
Et ensuite, vous avez aussi le package AIF 360 qui, lui, est disponible à la fois sous Python et sous R, qui propose pas que du post-processing, mais également du pré-processing. Et également pendant aussi faire de la pénalisation pendant l'apprentissage. Et vous retrouverez à travers ce package le Reject Option Classification qui est similaire à celui qu'on a vu juste avant sur R. Et puis, on a une nouvelle fonction qu'on n'en a pas encore discutée, c'est le fait d'aller travailler sur les qualités des chances. L'idée étant de se dire, pour une métrique donnée, en l'occurrence ici le taux de vrai positif, enfin le taux de positif, à la fois d'un côté le vrai et le faux, on veut au fait que, quelle que soit les valeurs de la variable sensible, de la variable protégée, eh bien que ces taux de vrai positif et taux de faux positif soient similaires. D'accord? Et donc, à travers ce package, à travers cette fonction, toujours après, en mettant en entrée de cette fonction votre modèle construit via scikit-learn, par exemple, et de préciser quelle est votre variable sensible et quelle est la valeur de cette variable sensible que vous souhaitez favoriser. Et à ce moment-là, à travers cette fonction, l'algorithme, il s'agit de construire donc un surmodèle, et ce surmodèle vous proposera une nouvelle réponse de votre variable à expliquer, tout en gérant et en minimisant le biais au sens ici des taux de vrai positifs et taux de faux positifs. Une dernière méthode qu'on a pu vous partager en 2022 et qu'on peut remettre sur la table et qui a avant tout été utilisée pour faire de la classification, c'est la méthode flip test. Contrairement aux autres approches qui s'avèrent jusqu'à présent plus une approche globale, l'approche flip test, elle, se veut locale. Et c'est sur cette approche-là que je vous propose de zoomer par la suite. Sur cette méthode flip test, l'idée, c'est que on va cette fois-ci zoomer à la maille individuelle et on va prendre le postulat de se dire, in fine, si par exemple, je vais prendre comme variable sensible le genre et que cette variable n'a que deux modalités, l'homme et la femme, on pourrait répondre à la question en se focusant sur chaque homme, combien de femmes autour de cet homme au sens des variables que vous avez à disposition. Donc, vous allez prendre les femmes les plus proches de cet homme et combien je dois en prendre pour définir une prime moyenne et à quel point cet homme devrait avoir une prime similaire à ce groupe de femmes qui aurait été identifié. Et donc là, vous voyez qu'à travers rien que cette phrase-là, se pose la question de combien de proches voisins on devrait retenir, puis comment on va corriger la prime, est-ce qu'on la corrige step by step de manière itérative ou est-ce qu'on la corrige de facto non pas de manière itérative, non pas de manière séquentielle, mais de manière bagging, par exemple. Bref, un champ des possibles s'ouvre à nouveau. Et donc, nous, ce qu'on a pu étudier par le passé, c'est donc de se baser sur cette méthode fit test, avant tout sur la classification, de l'appliquer à la régression, et donc de chercher à minimiser l'écart de prime en se disant qu'en sortie de votre modèle sans ajustement, sans tenir compte d'un biais éventuel, eh bien, vous allez retenir les primes de chaque individu et vous allez regarder dans le genre opposé autour de cet individu qui il faut retenir, quelle est la quantité de personnes qui va venir qualifier la prime réelle de cet individu. Dernier élément aussi qu'on peut se poser comme question, c'est que la notion de distance ici, qu'on doit qualifier, eh bien, elle est pas simple, elle est infime. Nous, ce qu'on va retenir ici, c'est l'approche par les cas plus proches voisins par défaut avec l'approche L2. Et donc,
et se pose la question de quel est le référentiel à retenir, comment on va qualifier aussi la notion de proche au-delà de la distance L2, c'est quelles sont les variables explicatives qu'on va retenir pour définir, oui, ben, tel individu est proche de tel autre individu. Bon, je ne vais pas zoomer sur cette approche-là, mais l'algorithme qu'on a pu challenger tient compte de ces éléments-là en faisant un grid search et en faisant plusieurs combinaisons possibles de variables explicatives et pour voir quelles sont les variables les plus pertinentes à retenir, tant en termes de distance de chaque individu, mais que d'impact sur l'écart de prime et sur le HGR. Bref, vous voyez que c'est un sujet dense avec beaucoup d'hyperparamètres et qu'il faut déjà être bien câblé sur la partie machine learning à proprement parler et un peu de deep learning pour ensuite maîtriser ce surmodèle qu'on vient d'ajouter pour avoir une approche locale. Alors, pour continuer, ce que je vous propose, c'est justement de faire un petit use case en mêlant à la fois l'approche globale et l'approche locale. Je vous avais dit, et on va le retenir, le fameux HGR KDE, qui est un bon estimateur du HGR, qui a été prouvé empiriquement. Et donc, on va chercher à le minimiser. Et de l'autre côté aussi, on va chercher à minimiser l'écart de prime. Alors, donc, on va partir du postulat qu'on dispose d'un portefeuille auto et que pour chacun des individus, nous avons une prime à la maille garantie. Et donc, sur ce produit auto qu'on a observé sur 5 ans, la variable sensible va être le genre, la variable d'intérêt, la fameuse prime, la maille d'analyse, comme vous le voyez, on va retenir, c'est la garantie. Ce portefeuille comporte environ 150 000 individus sur ces 5 années, 150 000 expositions annuelles, pardon. Et donc, on applique la méthode flip test en passant par les plus proches voisins et ensuite en faisant le calibrage via tous les paramètres que je vous ai dit, nombre de variables explicatives à retenir, la distance minimale, la convergence de la nouvelle prime, etc. Et donc, ce qu'on a pu constater, et comme vous pouvez le voir ici, la légende, donc l'échelle d'AGR, elle est la même, et le code couleur, il est le même, quel que soit le graphique et quelle que soit la garantie que vous retrouvez à l'écran. D'un côté, la responsabilité civile, à droite, l'incendie, en bas, le dommage, et enfin, le bris de glace. Et je l'ai rangé par ordre croissant de dépendance à la variable sensible. Dit autrement, plus la couleur de votre région sera claire, et plus, au fait, ça veut dire qu'il y a une forte dépendance de la prime prédite par le modèle avec la variable sensible genre. Et notre intérêt, c'est justement de s'en défaire. Alors, donc, le premier constat, déjà, c'est de se dire qu'au fait, on aurait pu le gérer de manière globale, mais on voit que, au niveau de la responsabilité civile, il n'y a pas énormément de différence et le HGR est déjà très faible, et que le gros exercice qui va se présenter à nous vont être plutôt sur ces garanties et surtout sur la garantie bris de glace, où non seulement on voit une disparité clairement du niveau d'AGR par région. Et le fait aussi qu'on atteint en fait les maximums d'AGR et qu'on va souhaiter en tout cas minimiser le plus par la suite. Vous pourriez vous poser comme question au moment de cet exercice, pourquoi avoir fait une découpe du calcul d'AGR par région? La première expérience qui a été menée n'a pas été effectivement de faire le calcul de la recherche des plus proches voisins et ensuite donc le calcul du HGR également donc post-processing et par région. Mais il s'avère que d'aller chercher des cas plus proches voisins à la maille région va être beaucoup plus rapide que d'aller chercher des voisins dans toute la France métropolitaine, dans tout le portefeuille. Et on peut partir du postulat que comme première approche globale, on voudrait au fait que les choses soient optimisées par région et que par la suite, c'est dans chaque région, de manière indépendante, qu'on voudrait
rechercher une optimisation de l'approche locale. Ce n'est pas une vérité, c'est un choix, c'est un postulat, et on pourrait dessiner les choses différemment. Donc, le portefeuille présente au global 0,14 d'HGR. Et si ensuite on applique au fait le flip test, donc là, c'est une représentation cumulée des garanties. Donc, c'est la prime globale que vous voyez à gauche avant l'ajustement, avant le flip test. Et à droite, vous voyez l'AGR par région sur la prime globale post-flip. Pour des raisons de temps, je ne l'ai pas affiché par garantie, mais cela va de soi que ce type d'évolution et donc le fait qu'on constate une diminution d'AGR suite au flip test, cela va sans dire que si les choses sont bien faites, que c'est un état des lieux qui sera constaté. Enfin, c'est-à-dire que l'AGR va être minimisé. En l'occurrence, sur ce use case, on a de la chance, l'AGR passe de 0,14 à 0,09. Ce gain ne sera pas forcément réel et toujours le cas, suivant le use case, suivant le portefeuille que vous allez retenir. Ce que je peux vous partager sur ce use case notamment, c'est que l'écart de prime en moyenne a été d'au plus 4,5% par garantie après ajustement. Parce que là, je me suis beaucoup focusé sur l'AGR à travers cette présentation. Mais ce qui importe après, c'est de se dire, OK, mais à quel point, en fait, étant donné qu'on est allé ajuster les primes de manière locale, à quel point on vient changer la dispersion, à quel point on vient changer l'écart type, et donc à quel point on change la distribution de notre prédiction. En amont, on a validé notre modèle, on est confiant de ses performances. Là, on applique un surmodèle par région où on fait un flip test. Et l'idée, c'est de se conforter et de confirmer qu'effectivement, une fois que le flip test est appliqué sur cette régression, que la distribution reste inchangée. C'est chose aussi que j'ai pu vérifier et qu'au final, au global, l'écart de prime est d'au plus 4,1% en moyenne et on n'a pas d'altération de la distribution. Et pour même certaines des garanties, mais pas toutes, on a une diminution aussi de la dispersion et donc de l'écart type des primes proposées par la méthode flip test. Bien sûr, qui dit au final une réduction de la dispersion, il faut quand même veiller au-delà aussi de la distribution que la performance reste au rendez-vous. Et je ne voulais pas afficher ici, mais la performance, bien sûr, et les métriques de RMSE et aussi le S sur P du portefeuille a pu être vérifié et qu'il n'y a pas d'altération et pas de gap suite à l'application de ce surmodèle. Voilà ce que je voulais vous partager comme use case. Ce use case, au fait, sera présenté naturellement dans les mois à venir à ceux qui se forment sur le sujet au sein de la formation DSA. Vous voyez sur cette slide un condensé de ce qui existe dans cette formation. Ce qu'on fait à travers les webinaires, c'est aussi une façon de promouvoir et de vous montrer ce qui est fait, ce qui est réalisé et quels sont les outils que vous pourrez acquérir à travers la formation DSA. Et la Fairness, au fait, va constituer un module à part entière, non loin et dans la continuité de la transparence qui propose aussi des surmodèles. Et donc, parmi les modules en 2024, vous retrouverez la Fairness et la transparence. À travers la formation DSA, de manière globale, on présente 5 piliers: le data engineering, la data science, la data visualisation, mais aussi de manière transverse, le fait de gérer un projet dans sa globalité et les casquettes différentes autour de la table dans l'équipe, côté IT, juridique et autres. Et en parlant de juridique, bien sûr, d'être sensibilisé sur la data protection. Cela va sans dire, avec le fait qu'on retrouve sur le marché des vitesses différentes sur le RGPD et qu'on devra s'accaparer dans les mois à venir l'AIA Act
pour ce qui concerne en fait, la réglementation des intelligences artificielles. Notre intérêt aussi à travers la formation de 2024, c'est d'intégrer forcément les IA génératives. On en fait déjà, mais il faut toujours en faire plus. Comme vous l'avez vu, le marché est en pleine innovation depuis des mois. Donc, l'Institut du Risk Management veille au fait fait une veille de marché avec la direction scientifique pour proposer ces nouveaux modules. Et autre module sur lequel on peut zoomer aussi, c'est le time to market, avec le fait d'aller utiliser des outils, des packages comme Kafka pour travailler avec des données qui seraient en streaming, qui pourraient arriver sur vos périmètres de jeu respectifs dans les mois ou années à venir. La formation comporte 168 heures. Il y a à la fois des académiciens et des professionnels qui interviennent. Et vous avez droit aussi à un hackathon en milieu de parcours dans ces fameuses formations. Je m'arrête là et je vous laisse la parole pour ceux qui auraient des questions ou des remarques à travers cette présentation. Et si vous voulez plus d'informations sur le certificat Management Data Science pour l'actuariat, vous avez cette adresse ou rendez-vous lors du congrès des actuaires le 22 juin pour en parler de vive voix. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée. Et si vous voulez plus d'informations sur le certificat Management Data Science pour l'actuariat, vous avez cette adresse ou rendez-vous lors du congrès des actuaires le 22 juin pour en parler de vive voix. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée.